Christine Bideux. Bonjour Claude Pron. Vous êtes professeur de sciences physiques et je crois que vous intervenez comme enseignante dans un lycée d'histoire. Au lycée Murat à Issoire, dans l'académie de Clermont-Ferrand. C'est un gros lycée, c'est quoi? C'est un lycée général avec environ 900 élèves. Bon, à la rentrée 2012, vous avez eu à mettre en œuvre les nouveaux programmes de sciences physiques. Et à l'époque, je pense que vous aviez une classe de terminale. Tout à fait. En fait, j'avais déjà élèves des terminales avant et devant ce vaste programme, j'ai eu un moment de panique. Je me suis dit, je n'aurai jamais le temps de leur expliquer tout ça et qu'ils comprennent. Et donc, mon souci a été de trouver du temps, de gagner du temps, d'être plus efficace en classe. Ouais, enfin, gagner du temps, plus efficace en classe. Depuis le temps qu'on entend les enseignants dire les programmes sont lourds, j'arriverai pas à les terminer. À une terminale, il faut les terminer. Oui, ça c'est absolument obligatoire. Mais ça c'est vraiment quelque chose de très important pour moi. Mais l'idée était que je sois plus efficace en classe. C'est-à-dire que je perde peut-être moins de temps à faire des cours magistraux. Donc l'idée est de ne pas perdre du temps à raconter le cours, peut-être d'indiquer aux élèves de lire le manuel, lire quelques pages du manuel et ensuite d'utiliser le temps en présence pour échanger avec eux quand ils vont chercher des activités, les réponses aux activités ou des exercices. Alors cette réflexion-là, vous l'avez eue l'été qui a précédé la rentrée 2012, parce que les programmes ont été publiés bien avant, bien évidemment, pour que les enseignants puissent se préparer, ou c'est arrivé directement quand ils ont été publiés. Comment ça s'est produit dans votre tête? Durant l'été et un petit peu avant l'été. Et j'ai même éprouvé le besoin de demander à mon inspectrice de l'époque, mais est-ce que finalement je suis obligée de faire un cours magistral? Est-ce que c'est dans les statuts? Et elle vous a dit quoi? Et elle m'a dit que je pouvais ne pas en faire. Ah là là. Et là j'étais soulagée. Vraiment, je me suis dit, donc c'est possible. Donc il y a quand même une relation de confiance entre un enseignant et un IPR. On peut aller lui poser ce type de questions? Et oui, parce que je ne sais pas si j'aurais osé sinon. Donc vous étiez en difficulté? Voilà. Réellement. Mais on est un petit peu conditionné par tout ce qu'on a vécu quand on était élève. Donc un cours, il faut faire court. Et donc d'avoir l'autorisation de ne pas faire court et de dire que le cours pouvait être dans le manuel et qu'à ce moment-là, les élèves pouvaient l'étudier en amont, ça m'a bien soulagée. Et donc je me suis autorisée à le faire. Et ça a marché? Et ça a marché, oui. J'ai donc eu du temps pour faire des exercices plus complexes, des tâches complexes en classe et être là quand les élèves se posaient des questions. Ouais, enfin, quand même, les élèves ne vous ont pas dit, écoutez madame, votre boulot c'est de nous faire cours et vous nous renvoyez vers le manuel? Les élèves, les parents, les collègues. Oui, c'est quand même surprenant, c'est un petit peu déstabilisant pour tout le monde, effectivement. Et alors? Donc il faut expliquer. Alors la première année, je ne savais pas trop où j'allais, donc j'ai pas trop expliqué en amont, mais maintenant je sais à peu près comment va se dérouler l'année, donc j'explique aux élèves. Donc pour l'instant que aux élèves qui sont en terminale, pas aux parents, mais je devrais peut-être l'année prochaine expliquer aussi aux parents. Bon alors, est-ce que vous n'avez renvoyé vos élèves que vers le manuel scolaire? En 2012, nouveau programme, il y avait très peu de ressources en fait, adaptées vraiment à ces nouveaux programmes. Mais au fur et à mesure, j'en ai trouvé par le biais de la DNL. C'est quoi la DNL? Alors la DNL, ça consiste à enseigner une discipline non linguistique, donc pour moi la physique-chimie, et en langue anglaise. Donc en fait, vous étiez labellisé? Vous aviez le label. J'avais passé la certification. Certification d'enseigner les sciences physiques en anglais. Voilà. Donc vous êtes aussi angliciste? Oui, mais pas très à l'aise quand même pour parler anglais pendant une heure. C'est un projet dans l'établissement, hein, où on assure une formation dans une autre discipline. Voilà, donc les deux disciplines qui sont possibles dans mon établissement en physique, c'est la physique-chimie et l'histoire-géo. En langue anglaise. Bon alors, vous avez fait quoi avec cette... Donc en fait, j'ai cherché des ressources en anglais pour faire écouter une belle langue anglaise à mes élèves. Des ressources de quelle nature? Audio, vidéo? Au début, audio, vidéo et aussi du texte, des articles. Et en fait, les élèves ont moins de mal avec les vidéos. Et en fait, j'ai découvert des ressources scientifiques très très intéressantes proposées
en langue anglaise. Et donc, je les ai même proposés dans le cadre de mon enseignement de physique-chimie, pas en DNL. Ouais. Donc, les élèves ont un petit peu regardé de travers. Mais après, en fait, il y a des images. Donc, même s'ils ne comprennent pas tout, l'essentiel passe. Des très belles vidéos avec des expériences dans l'ISS, avec des objets qui tombent en apesanteur et qui flottent en apesanteur. Tout à fait. On a la vérification de certains principes. Voilà, il y a des vidéos exceptionnelles sur les lois de Newton. Très bien. Et aujourd'hui, alors faites quoi? Alors aujourd'hui, il y a de plus en plus de vidéos à ma disposition. Donc j'utilise beaucoup les vidéos de Nicolas Vaussier sur l'Académie Grenoble. Je travaille aussi avec Florence Raffin et toute une équipe à Bressuire, Geneviève Ponsonnet à Versailles, qui j'oublie, Sarah Roch. Ouais. Voilà. Enfin, si il y en a d'autres. C'est des collègues que vous allez piocher comme ça dans toute la France? Tout à fait. Donc en fait, je les ai découverts quand j'ai suivi le MOOC de la classe inversée proposé par la plateforme Fun. Oui. Et on échangeait beaucoup avec Vieille Duc. Et puis pour les retrouver ensuite en dehors de ces échanges, vous avez commencé un petit peu tweeter. Et en fait, là, j'ai mis le doigt dans l'engrenage et vraiment, on forme une équipe et on échange tout le temps. On s'échange des ressources, on s'échange des expériences et c'est très, très riche. Donc Twitter, les réseaux sociaux, à la rescousse des rencontres pédagogiques. Twitter est ma salle des profs privilégiée en fait. Bon, alors vous produisez, vous utilisez le numérique alors à part Twitter et avec vos élèves en particulier? J'utilise pas Twitter avec mes élèves, ça c'est pour ma formation personnelle. J'utilise donc des vidéos proposées par d'autres. Je crée un petit peu des défis avec Adobe Spark. Ah oui. Et en fait, j'utilise énormément Padlet pour mettre à disposition toutes ces ressources pour les élèves. Un joli mur coloré avec plein de liens. Et ces élèves, quand vous leur avez dit on va utiliser Padlet, et ils se sont empressés, ils ont dit un prof de physique qui nous renvoie sur une plateforme. C'est passé tout seul, c'est coloré, c'est joli, il n'y a qu'à cliquer, il n'y a qu'un seul lien à avoir. Donc pour eux, c'était beaucoup plus facile. Il y a eu concurrence un petit moment entre ENT et Padlet. Ah. Et là, ils préfèrent Padlet. Il n'y a pas de couleur sur le NT. Il y a moins de couleurs sur le NT. Mais on peut mettre un lien Padlet dans le NT. Donc on peut utiliser Pronote. Tout à fait. Voilà. Bon, et donc les élèves fonctionnent aujourd'hui sans difficulté avec ces vidéos en amont, avec Padlet pour partager? Je dirais pas sans difficulté. Pour eux aussi, c'est difficile. Oui. Mais madame, pourquoi vous nous faites ça l'année de terminale? Alors, vous leur dites quoi? Ils ont peut-être raison. Eh ben, je leur dis que je les prépare pour la suite, en fait, que là, en étant en classe inversée, au début, je ne savais pas que c'était la classe inversée, ce que je pratiquais. Mais ils apprennent, deviennent un peu plus autonomes. Ils développent... ils collaborent plus aussi, je pense. Enfin, moi, je vais être parent d'élèves et je vais vous poser la question suivante. Écoutez, madame, d'accord, vous les préparez pour après, mais ils ont d'abord le bac à passer. Oui, et je rassure les parents et je rassure les élèves, tout y est. Il y a vraiment tout. En fait, pour les épreuves du baccalauréat ne sont pas une récitation de cours. On leur propose des documents. Donc les épreuves ont aussi changé. Les épreuves ont changé, tout à fait. Donc les parents qui disent, quand ils parlent du baccalauréat, ils parlent peut-être du baccalauréat qu'ils ont passé eux-mêmes, mais ils n'imaginent pas que le bac a évolué. Tout à fait. Exemple, toute une série de documents, il faut aller chercher des réponses dans les documents, il faut être capable d'élaborer une stratégie à partir des documents pour répondre à une question. Certains exercices du baccalauréat consistent à écrire une vingtaine de lignes en faisant une synthèse de documents, ce qui était inimaginable il y a quelques années. En d'autres termes, lorsqu'on met au programme de sciences physiques de terminale la mécanique quantique, il ne s'agit pas de savoir résoudre tous les exercices de mécanique classique et de savoir écrire l'équation de Schrödinger. Non, on la montre même pas, l'équation de Schrödinger. Non, ça reste très simple. Mais c'est vrai que pour les enseignants qui sont face à ce programme, la première année, c'est effrayant. Enseigner quelque chose qu'on n'a pas très très bien compris soi-même, c'est délicat. D'où là aussi énormément un besoin de recherche, de ressources, de choses qui sont très simplement expliquées avec des chercheurs qui s'expriment sur la mécanique quantique et qui font passer très simplement des notions complexes. Alors je vais essayer de résumer, vous allez me dire si je me trompe dans la compréhension de ce que vous dites. Premièrement, vous avez mis des cours en amont à vos élèves et vous utilisez la classe par gain de temps pour faire du travail sur des tâches complexes. Oui.
Et 2, vous assurez votre propre formation en partageant avec vos collègues et en allant voir ce que des chercheurs en sciences physiques font. Oui, C'est un bon résumé? oui. Et je me forme aussi en didactique de la discipline. Voilà, j'ai fait un petit peu de recherche dans le cadre d'un master MEF. Aujourd'hui, est-ce que les programmes de sciences physiques qui vous sont proposés par le ministère de l'Éducation nationale vous effraient autant qu'ils vont pu vous effrayer en 2012? Ben non, maintenant j'ai mieux compris, j'arrive mieux à enseigner, je vois à peu près ce qui est attendu. En fonction des sujets, on se rend compte qu'il ne s'agit pas tellement de tout savoir, mais plutôt d'être capable de s'emparer des informations dans un document, de les faire siennes et de les adapter par rapport à ce qu'on connaît, de faire un lien entre les informations du document et ce que les élèves ont en tête. Vous avez découvert que vous faisiez de la classe inversée sans que le mot ait été prononcé auparavant? Tout à fait, c'est ça. Mais est-ce utile de savoir ce que l'on fait véritablement? Ça peut être rassurant de savoir que d'autres personnes ont la même démarche, ont eu le même cheminement et arrivent aux mêmes conclusions. C'est-à-dire que des enseignants qui s'ennuient à faire cours, des élèves qui ne sont pas passionnés par le cours, c'est quelque chose qui n'est pas satisfaisant. Qui n'est pas épanouissant. Qui n'est pas épanouissant ni pour le professeur, ni pour les élèves. Donc là, tout de suite, vraiment, je trouve que la classe inversée, c'est vraiment quelque chose qui permet des échanges constructifs, qui permet la collaboration entre les élèves, qui permet au professeur de se sentir beaucoup plus utile, en fait, que derrière son bureau à faire un cours magistral. Donc vous n'êtes plus derrière votre bureau? Non, je ne suis plus derrière mon bureau. Il faut dire que les professeurs de physique, généralement, n'y étaient pas beaucoup, puisque en travaux pratiques, en séance de travaux pratiques, ils ne sont pas derrière leur bureau. Tout à fait. Ils le restaient quand même lorsqu'il s'agissait de cours. Ah, pour écrire au tableau, il fallait bien rester vers le tableau. Et alors, qui écrit au tableau aujourd'hui? Alors, très récemment, j'ai fait installer des tableaux sur tous les murs de ma salle. Ah! Voilà, donc on est en train de commencer à essayer de faire une sorte de classe mutuelle où les élèves, quand ils ont envie de travailler en groupe sur un exercice, se lèvent et vont vers un tableau, poussent les tables. Toujours un petit peu compliqué parce que la salle n'est pas trop prévue pour. On pousse les tables en îlot, on pousse les tables au milieu si on veut écrire au tableau. Mettre des tableaux sur les côtés, ça permet quoi? Ça permet aux élèves d'aller écrire eux-mêmes? Ça permet aux élèves de travailler en groupe et d'écrire au tableau. Pour travailler en groupe sur une petite feuille, c'est pas très facile en fait, parce qu'elle est face à deux personnes et on ne peut pas la tourner. Donc là, au tableau, c'est intéressant. Et puis des élèves qui vont travailler sur le même exercice vont jeter un petit coup d'œil au tableau de l'autre groupe et ils vont peut-être aller leur voir, leur demander des explications. Mais on triche là. Autrefois, on disait il ne faut pas copier. Oui, mais là, bien sûr que si, qu'il faut copier, qu'il faut faire des erreurs et puis repérer les erreurs des autres, les entourer en disant avec un grand attention. Bien sûr que si, qu'il faut faire des erreurs et qu'il faut copier, on n'est pas... Donc vos cours aujourd'hui sont quand même fondamentalement différents des cours que vous avez suivis quand vous étiez élève? Et je suis beaucoup plus heureuse tout de suite que derrière mon bureau avec ma craie et mon tableau, ça c'est évident. Merci Christine Bideux. Merci Claude Tran.